Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors particulièrement heureux de vous retrouver pour ce 10e épisode de Rejour, déjà parce qu'on a eu un scénario assez invraisemblable, de belles choses à dire et à raconter. Aussi particulièrement heureux de vous retrouver parce qu'on a raté l'épisode d'hier, pour la première fois sur cette trajectoire, sur ce voyage, sur cet Eurojour. On a raté un épisode, on a raté une journée, donc je voulais m'en excuser déjà. Et ensuite je vous donnerai les raisons pourquoi en fin de vidéo, c'est rien de très grave, rien de très dramatique. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques minutes. Alors on commence tout de suite avec le premier match, celui qui vient de se terminer à l'heure où je m'enregistre. C'est bien sûr la victoire du Danemark contre la Russie à Copenhague, 4-1, un match extraordinaire pour plein de raisons. Il y a quelques jours, après leur défaite, après la défaite du Danemark contre la Belgique, j'en disais ça. Maintenant, pour moi, ils sont pas du tout sortis. Avec une victoire contre la Russie au troisième match, si la Belgique bat la Finlande, ce qui devrait être un résultat assez logique, ils peuvent encore finir deuxième, ils finiraient deuxième dans ce cas-là. Pour moi, ils vont se qualifier, et pour moi, ils mériteraient cette qualif. Je pense qu'ils vont battre la Russie. De tout ce qu'ils ont montré pour l'instant, ils restent en réalité une des plus belles équipes de l'Euro. Alors je vous mets cette séquence pas que pour montrer que j'avais raison, ou en tout cas peut-être pas que pour montrer que j'avais raison, il y a peut-être une part d'ego flatté aussi, mais c'est surtout pour souligner à quel point à l'époque mon ressenti se basait sur ce qu'on avait vu du Danemark pour l'instant, à la fois contre la Belgique, puis ensuite contre la Finlande, d'abord contre la Finlande et ensuite contre la Belgique, où ils avaient été assez mal payés dans l'ensemble. Ça se basait aussi sur ce que j'avais vu de la Russie, plutôt faible contre la Belgique, un peu mieux contre la Finlande, mais contre une opposition très réduite. Voilà, j'ai accordé assez peu de crédit à cette formation. Et pendant 20-30 minutes, elle m'a un peu fait mentir. Ce qu'on a vu de la Russie pendant 20-30 minutes, c'était un peu plus intéressant. Il y avait le contre-pressing danois qui a réussi par séquence, mais quand il a échoué, les Russes ont eu quelques très bons coups à jouer dans la profondeur. Ils auraient pu ouvrir le score à plusieurs reprises, et finalement ils laissent filer leur opportunité. Le Danemark en profite, puni, d'abord un poil contre le cours du jeu avec cette merveille absolue de Mikkel Damsgaard, et ensuite en profitant d'un cadeau de Zomnin que Poulsen a converti. Entre temps, il s'était passé une chose à la mi-temps, c'est que Andreas Christensen était monté d'un cran, la partie avait démarré à 3 centraux, elle se finit à 2 centraux seulement, il passe de défenseur central à milieu axial, et ça a apporté encore un peu plus de volume dans la salle des machines danoises, mais aussi peut-être un peu plus de créativité. Alors c'est vrai, il y a 100% de tacles réussis pour Christensen sur ce match, 8 récupérations, 7 duels aériens gagnés sur 8 tentés, il n'a jamais été dribblé non plus, mais il y a aussi 3 tirs, c'est le record du match, et il y a bien sûr ce troisième but extraordinaire. C'est le deuxième de l'extérieur de la surface pour des Danois qui n'ont pas hésité à varier leur position de tir, c'était assez intéressant. Et enfin, au bout d'un rush bien conclu par Joachim Meile, qui a lui aussi fait un super match, le Danemark inscrira le 4e but, et peut-être qu'avec un petit peu plus de justesse encore, notamment dans la surface, et notamment du côté de Kasper Dolberg, ils auraient peut-être pu corser l'addition, mais globalement, de mon point de vue, ça reste un juste reflet du match, que le Danemark a su dominer, surtout dans ses moments clés, peut-être qu'on peut dire ça. Le Danemark a su terminer en trombe face à une Russie qui était athlétiquement totalement dépassée sur la dernière demi-heure, physiquement cramée, plus rien dans le réservoir. Donc voilà, sur ce Danemark, on a revu la qualité technique collective qu'on avait vue sur les 180 minutes précédentes. On a revu la générosité dans les appels, toujours beaucoup de mouvements, mais cette fois, il y a eu l'efficacité dans les deux surfaces et surtout l'efficacité offensive. On se rappelle qu'avant ce match, ils étaient à 43 tirs tentés en 2 matchs, donc un but seulement. 7 tirs concédés sur 2 matchs, c'est pas beaucoup, pour 3 buts encaissés. Voilà, gros problème d'efficacité dans les deux surfaces. Ça a été un petit peu mieux comblé. On voyait des choses similaires d'ailleurs quand on regardait les expected goals, comme quoi les stats avancées peuvent servir pour prévoir un petit peu la production future. Et quand il y a un retour à la normale, comme ça a été le cas globalement ici, la récompense, c'est justement un résultat qui est à la hauteur de ta production. Donc voilà en gros pour le terrain, voilà en gros pour les chiffres. Mais quand on a dit ça, on n'a quasiment rien dit sur ce qui était beau dans cette rencontre. C'est tout l'aspect émotionnel énorme, c'est tout le suspense, le plaisir des Danois sur cette qualification. Sur Twitter, j'en ai parlé brièvement avec vous, mais en gros, passer en 9 jours seulement de l'arrêt cardiaque d'Eriksen à une qualif dans le dernier quart d'heure de ton dernier match, devant ton public, sans ton maître à jouer, et en pratiquant peut-être, on peut le dire, un des 3 ou 4 plus beaux foot de la compétition, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est une superbe page de l'histoire de l'Euro qui a été écrite, et ceux qui ont vu leur match savent à quel point c'est mérité. Je pense qu'on a été nombreux à vibrer très fort devant ce match du Danemark. Donc voilà, en gros, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Quelques infos peut-être sur la suite maintenant, c'est que le Danemark, on le sait, va jouer le Pays de Galles en 8e. Ce sera le tout premier 8e d'ailleurs, ce sera samedi 18h à Amsterdam, et ensuite on a samedi 21h à l'Italie contre l'Autriche. Mais voilà, avec ça on a aussi la garantie, avec cette victoire du Danemark, on a aussi la garantie que les équipes qui compteront 4 points seront qualifiées, et les équipes qui ont déjà 4 points seront qualifiées, comme la Suisse,
qu'on va évoquer dans une seconde partie. Juste avant de terminer, on peut peut-être parler de la note du match, ça me semble assez important. Vu le côté, il y avait du spectacle, puis en plus le facteur émotion, le suspense, la qualif, tout ce qu'on a raconté sur une belle page de l'histoire de l'Euro qui s'écrit. Il y a aussi un petit côté justice du foot, que ce Danemark accède au prochain tour, il y a une petite satisfaction personnelle de les voir jouer sur encore une autre rencontre, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre, et ils peuvent potentiellement rêver d'encore un petit peu mieux contre le Pays de Galles. Donc voilà, moi j'ai mis 18 sur 20, c'est ma meilleure note pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu osé, c'est parce que c'était une rencontre somme toute assez déséquilibrée, mais je serais curieux de savoir ce que vous avez mis dans les commentaires. Il y a un fort parti pris émotionnel, c'est clair, mais voilà, pour moi ça mérite. Et le foot c'est aussi des sensations, des émotions fortes, et une belle histoire qui s'est écrite, donc c'est un 18 pour moi. Alors du coup on passe à la Suisse, c'est le match d'avant-hier, c'est le match qu'on devait débriefer dans l'épisode de retour d'hier, mais peut-être que c'est encore mieux comme ça, parce que finalement on a l'information, on sait que la Suisse, grâce à cette victoire, s'est qualifiée, elle est plus en suspens, en attente. Une belle victoire suisse, globalement, qui a elle aussi pas hésité d'ailleurs à allumer de loin, à allumer longue distance, à l'image de ses 2 premiers buts, une frappe pleine d'instinct d'Aris Seferovic, auquel la défense turque offre, c'est vrai, un peu trop d'espace pour armer, puis ce délice d'enrouler pied droit de Shaqiri, qui laisse Xhaka médusé. Forcément, ça suppose une bonne dose de réussite, forcément c'est des tentatives à faible expected goal, et la réalité c'est que la Suisse aura aussi bien laissé passer l'orage initial sur les 4-5 premières minutes, sur les 5 premières minutes, il y a 5 tirs à 0 pour la Turquie qui a démarré très très fort le match, qui ensuite s'est bien essoufflé. Alors pour le coup, on avait trouvé un collectif plutôt intéressant sur la première heure contre le Pays de Galles, surtout au retour des vestiaires, et puis les percées d'Embolo, il y avait quelque chose collectivement qui s'était plutôt bien dessiné. En revanche, on avait été assez déçus contre l'Italie. Là, je dirais que c'est un match où on a eu un petit peu des deux, on a eu un petit peu de ce collectif, et on a eu aussi un petit peu de ces individus qui sauvent la partie. Bien sûr Zomer en première mi-temps que j'ai trouvé assez bon, et qui a permis de garder l'avantage, ou même de laisser le score à 0-0 pour prendre l'avantage. Seferovic, forcément, ce geste réussi qui lance le match dans les meilleures dispositions. Shaqiri qui inscrit un doublé, Zuber un triplé de passes décisives. Voilà, une perf très sympa dans son ensemble. Et finalement, on peut aussi dire qu'à l'heure du bilan, pour la Suisse, elle aura montré un visage un petit peu mitigé en fonction des parties. Mais si on prend un petit peu de recul et si on a envie d'être un peu positif, on peut se dire sur ce groupe, il n'était pas évident, il était sur le papier assez resserré. Et il y a un match contre l'Italie qui est de tout ce qu'on a vu pour l'instant un des favoris absolus de cet Euro, un vrai cador, une machine difficile à battre. Donc ça compte. Et puis ensuite, 2 matchs à Bakou, en Azerbaïdjan, pas évident à négocier non plus. Donc sortir de ce groupe, être qualifié pour la suite, on peut dire que c'est un beau motif de satisfaction. Il y a peut-être, pour moi, surtout la grosse déception de la dernière demi-heure contre le Pays de Galles, qui mitige l'impression, qui nuance l'impression générale. Mais voilà, c'est en tout cas bien mieux que la Turquie, qui elle aura sorti un tournoi catastrophique si on doit faire un bilan rapide, très loin du rang de surprise / outsider qu'on pouvait lui prêter et que je lui prêtais sur la chaîne. Force est de constater qu'on en a été très loin, et il y a beaucoup de choses qui ont déçu chez cette Turquie. Donc voilà, la note pour cette rencontre, pour ce Suisse-Turquie. J'avoue que ce qui est intéressant, c'est que aussi 48 heures plus tard, il y a pas mal des éléments qui me sont sortis un petit peu de la tête. J'ai quelques vagues souvenirs, en tout cas, quelques impressions, mais qui retranscrivent peut-être pas tout à fait la réalité du match. Dans mon esprit, ça reste plutôt un match assez plaisant. J'ai mis 14 sur 20. Une grosse production des 2 équipes, des buts, du spectacle. Grosse production aussi, parce que le match finit à 42 tirs. 23 tirs à 19, assez débridés, voilà, des mouvements en contre plutôt intéressants, et puis la Suisse qui se qualifie in fine, voilà, c'était plutôt sympa. La signification, bien sûr, elle est multiple, elle est pour la Suisse, elle est aussi pour l'équipe de France, parce qu'effectivement, et là je vous ai mis le tweet de Florent Tonuti qui explique tout très bien, si la France finit première, ce sera soit la Suisse, soit l'Ukraine, mais très vraisemblablement la Suisse. Je dirais qu'il y a à peu près 90% de chances que ce soit la Suisse, si la France termine première de son groupe, la Suisse en 8ème pour la France. Si la France termine 2ème, soit l'Angleterre, soit la République tchèque, en fonction du résultat de demain. Si les Anglais l'emportent, ce serait du coup l'Angleterre. Tout autre résultat, ce serait la République tchèque. À nouveau, c'est si on est 2ème. Et si on finit 3ème, soit les Pays-Bas, soit la Belgique. Et là, à nouveau, je dirais 75-80% de chances que ce soit les Pays-Bas dans ce scénario. Donc voilà, on a un petit peu plus d'informations sur les 8ème, je voulais vous le partager. Enfin, on va terminer avec un petit mot pour Autriche-Ukraine, c'est le match que j'ai regardé à 18h hier. C'était un match assez particulier sur le papier, parce qu'un match nul aurait donné 4 points aux 2 équipes. L'Ukraine aurait été 2ème, l'Autriche 3ème, question de goal average. Mais 4 points aux 2 équipes, vraisemblablement assez pour qualifier les deux. Sauf que l'Autriche n'a vraiment pas voulu jouer à ce jeu, au jeu du match nul, et a pris les choses en main, a attaqué la partie avec vraiment beaucoup d'intention, à chercher à aller l'emporter.
Et de mon point de vue, à travers cette intention, elle s'est mise dans vraiment les meilleures dispositions pour remporter le rapport de force. Et elle l'a écrasé quasiment. Pour moi, ça a souligné vraiment la difficulté de jouer un match, là je parle de l'Ukraine, la difficulté de jouer un match que tu ne veux pas vraiment jouer. Et jouer, c'est-à-dire au sens strict, c'est-à-dire un match dans lequel tu n'es pas prêt à prendre de risques, en fait. Dans cette posture mentale, l'Ukraine a énormément subi. Ils ont aussi été beaucoup moins bons tout court aussi, je pense qu'on peut le dire, beaucoup moins bons tout court après ce qu'on avait vu contre les Pays-Bas, contre la Macédoine. On avait quelques attentes, mais beaucoup moins de justesse sans ballon. Même Roman Yaremchuk, qui jusqu'ici faisait un tournoi assez intéressant, a manqué des gestes simples, des contrôles. Et puis enfin l'Ukraine, toujours un petit peu naïve sans ballon, ça n'a pas changé. À l'image, en l'occurrence, du jeune Ilya Zabarny, régulièrement fautif. Ensuite, il y a quelques petits points micro-tactiques que j'ai notés. La difficulté de trouver du jeu intérieur. Ici, on a Sidorchuk qui réussit un top geste, mais il est obligé d'enchaîner par du jeu latéral qui gâche un petit peu la poche d'espace, de temps qui s'était ouvert. Alors qu'en face, elle, l'Autriche, a brillé dans le jeu de combinaison. Du jeu combiné à une touche, la recherche constante du troisième homme face au jeu, juste beaucoup de qualité collective. Voilà, c'est un petit point parmi d'autres, mais c'est pas le plus important. Finalement, le match termine à 18 tirs à 5 pour l'Autriche, et ça me semble être une juste représentation de ce qu'on a vu sur le terrain. Un succès mérité pour une équipe qui atteint donc les huitièmes de finale de l'Euro pour la première fois de son histoire. L'Ukraine, elle, alors elle n'est pas mathématiquement éliminée, mais avec 3 points et un goal average à -1, si mes calculs sont bons, il faudrait soit un nul entre la Croatie et l'Écosse, un nul entre la Croatie et l'Écosse qualifierait l'Ukraine, soit une large victoire de la France contre le Portugal, vraiment très large, peut-être 3 ou 4 buts d'écart, quelque chose comme ça, soit là un micmac un peu plus compliqué dans le groupe E, que je détaillerai pas. Pour l'Ukraine, quoi, je dirais aujourd'hui peut-être 30% de chance de se qualifier, 30-40% de chance de se qualifier. Bon, on verra, mais c'est dommage, elle ne s'est pas mise dans la meilleure situation. L'Autriche, elle, très sympa, jouera contre l'Italie, et ça, ce sera un huitième de finale assez sympa à regarder. Et pour la note du match, j'ai mis 12 sur 20, c'était correct, sans plus, vraiment une équipe qui a dominé le rapport de force, et une belle Autriche, donc, qu'on aura plaisir à retrouver. Et alors comme d'habitude, on boucle cet épisode de Rejour avec ma petite séquence preview. 2 matchs qu'on va évoquer ici, c'est les 2 matchs du jour, les 2 à 21h pour la conclusion du groupe D. D'abord, Écosse-Croatie à 21h donc à Hampden Park. L'Écosse est dans une sacrée position. Avec ce nul qu'elle a obtenu contre l'Angleterre au match précédent, elle se qualifierait pour les huitièmes avec une victoire contre la Croatie, ce serait suffisant pour se qualifier, et ce serait le plus grand moment de l'histoire de cette sélection qui n'a jamais atteint les huitièmes de finale d'un tournoi, qui n'est jamais sorti des phases de groupe d'un tournoi international majeur. Elle a participé à 8 Coupes du Monde et 2 Euros dans son histoire, 10 tournois internationaux majeurs, jamais elle n'est sortie des groupes. Si elle le faisait à domicile à Hampden Park, ce serait un moment assez magique. Le gros coup dur, c'est la nouvelle qui est tombée hier matin avec le forfait de Billy Gilmour, qui a contracté le Covid, qui a été testé positif au Covid. Un des joueurs les plus talentueux de l'effectif, qui avait été très en vue contre l'Angleterre en plus. Donc voilà, énorme coup dur. Franchement, je ne sais pas trop comment me positionner sur cette rencontre. Je pense que le niveau de désir sera énorme. Je pense qu'ils peuvent le faire théoriquement. Et en plus, ce qu'a montré la Croatie pour l'instant m'a pas vraiment impressionné. Maintenant, j'ai un peu peur qu'ils soient short niveau qualité. Ils n'ont toujours pas marqué de but sur cet Euro quand même. Et c'est vrai que même quand ils se créent les occasions, il n'y a pas de finisseur redoutable devant. Lyndon Dykes rate beaucoup. Pour vibrer à fond, je vais partir. Mon prono officiel, ce sera l'Écosse. Ce sera effectivement l'Écosse à 3. J'ai envie en fait de vouloir pleinement leur victoire, de vibrer, de me dire que c'est mon prono sur cette rencontre, de vivre un match fou et d'être heureux si ça passe et pas de me dire que j'ai raté mon prono. Mais franchement, je conseille pas le pari, objectivement et en dehors du ressenti émotionnel. Je suis pas sûr que cette Écosse soit en capacité de marquer beaucoup de buts, voire même un but. Donc voilà, honnêtement, je vous conseille pas vraiment ce match si vous cherchez à parier. En tout cas, personnellement, j'ai pas de conseils à donner dessus. En revanche, je vous conseille de le regarder. Je pense que ça va être assez sympa et riche en émotions, si rien d'autre. Et enfin, Angleterre-République tchèque, donc, 21h à Wembley. Alors l'Angleterre assez décevante contre l'Écosse, encore moins productive offensivement que contre la Croatie. Un but marqué en 2 matchs pour elle, ce qui est assez décevant quand on voit le potentiel offensif individuel et qui est extraordinaire. Je vois tellement peu de qualité collective chez cette Angleterre en fait. Alors évidemment, il suffit d'un moment de génie, un moment, une petite étincelle qui allume un feu, un coup de pied arrêté, mais je mets dans la balance le fait que la République tchèque est une des très belles surprises de l'Euro pour l'instant, et qu'il n'est pas impossible que l'Angleterre préfère le match nul aussi pour ne pas affronter une équipe du groupe F. C'est une théorie qui refait un petit peu surface du côté des hommes de Southgate. Donc quand on met tout ça dans la balance, pourquoi pas tenter une énorme surprise et partir sur le République tchèque ou nul qui a 2,35, 2 options ouvertes. Voilà. On reste sur un 2 sur 2. La dernière fois qu'on a fait une séquence prono, on reste sur un 2 sur 2, c'était les victoires de l'Italie et de la Suisse, mais c'était les 2 favoris. Là, on est sur 2 surprises.
Donc voilà, je ferai pas vraiment de lien, et honnêtement, c'est pas vraiment des paris que je vous conseille fortement. Les matchs seront super intéressants à suivre, mais pour moi, c'est assez difficile de se prononcer là-dessus. La preuve, c'est que le combiné total de ces deux matchs s'élève à 7,05, ce qui est énorme pour deux matchs. Je crois que c'est peut-être le plus haut qu'on ait vu pour l'instant, et c'est que deux matchs, d'habitude c'est 3. Donc voilà, comme vous le savez, si vous souhaitez miser peut-être plutôt sur vos intuitions que celle-ci, vous pouvez le faire avec mon partenaire BetClick. Vous avez 200 € offerts à l'inscription avec le code promo Willou sur BetClick. Code promo Willou qui débloque le bonus d'inscription, qui est plus précisément le premier pari remboursé à hauteur de 200 € si perdant, en pari gratuit, et qui me donne une belle commission à chaque fois que vous l'utilisez. Ça m'aide énormément, vous le savez. Encore une fois, je précise et j'ajoute qu'il faut parier que l'argent que vous pouvez perdre, et c'est réservé aux majeurs, à nouveau, comme vous le savez. Donc voilà en gros pour cette vidéo. Comme je vous le disais aussi en début de vidéo, donc on a raté l'épisode de rejour d'hier, c'est pas grand chose, simplement le fait que j'étais dans un état de fatigue énorme, franchement. Enchaîner 9 épisodes consécutifs, 9 nuits de montage, à chaque fois pour moi ça se termine aux alentours de 3h30, 4h du matin. Alors ça va, après je dors un petit peu plus, je suis plutôt en forme pour les rencontres, mais globalement ça reste une épreuve assez taxante physiquement. Donc j'avais vraiment besoin de cette journée de repos, surtout que là on a une belle ligne droite qui s'annonce, avec la conclusion des groupes, le match de la France contre le Portugal, les huitièmes de finale, toutes les previews à faire là-dessus. C'est une période assez folle de cet Euro qui démarre, donc voilà, je voulais prendre un petit temps de pause sur une journée en plus où on n'avait qu'une seule rencontre, et en plus on a parlé de la Suisse, le match que j'ai vu hier, avant-hier. On a parlé de la Suisse finalement, donc tout est bien, qui finit bien. Je vous remercie de votre soutien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide toujours autant, vraiment. Si vous voulez pas rater le prochain épisode de Rejour, le 11e, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour tout ça. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, très bonne soirée, bon match de l'Euro. Prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à bientôt. Bisous.